J'aime voir à la fin d'un accompagnement ou en milieu d'accompagnement l'évolution d'un enfant, d'un jeune, ou même voir les familles qui me disent waouh, ça fait du bien. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Il y a des gens qui portent en eux un souci de l'autre qui finit par guider toute leur vie. C'est plus fort qu'eux, ça se voit dans la façon dont ils vous disent bonjour, dans la posture qu'ils adoptent quand on leur parle, dans leur sourire, leur écoute, leur façon d'être avec les autres, tous les autres. L'invité de ce 2e épisode de Perchissime en est un pur exemple. Elle est un pilier à la fois discret et solide de plusieurs associations locales autour de la Loupe. Elle est élue à la mairie de Manou et il y a quelques années, elle a décidé de se reconvertir pour prendre soin des autres. Elle accompagne ses clients dans la résolution de leurs problèmes d'apprentissage ou leurs difficultés émotionnelles. Ces accompagnements sont plébiscités par tous, enfants, ados, adultes, parents, et la voir s'épanouir dans cette activité professionnelle qu'elle a choisie est une grande joie pour ceux qui la côtoient. Le territoire de la Loupe et de ses environs a de la chance de la voir, car elle exerce un métier encore rare, celui de psychopédagogue. Elle s'appelle Lucie Trémier, je l'ai interviewée chez elle à Manou en juin 2023 et j'ai commencé par lui demander ce qu'était la psychopédagogie. Alors c'est vrai que souvent on a besoin de réexpliquer parce que c'est une nouvelle approche, une nouvelle formation, un nouveau métier, ouais. Et que voilà, c'est assez récent. En tout cas, c'est un métier qui a émergé autour de 2015-2016. Ah oui, c'est vraiment récent. Ouais, alors. C'est vraiment D'accord. récent. Donc c'est un métier qui est entre la psychologie, le développement personnel, la relaxation, entre aussi l'orthophonie, la psychomotricité. Ouais. En fait, mon métier, c'est une approche tête-cœur-corps. C'est-à-dire que j'accompagne les enfants, les ados, les étudiants, les adultes, les parents. Il n'y a pas d'âge, en fait. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'âge. D'accord. Parce que c'est des outils qui peuvent fonctionner vraiment à tout âge. Je les accompagne sur des difficultés émotionnelles, gestion du stress, confiance en soi, apprendre à apprendre aussi, parce qu'on a tous des profils très différents, une façon d'apprendre très différente. Je les accompagne aussi sur des problèmes d'organisation, de motivation, de concentration, d'attention. Et puis sur un volet aussi très corporel, comment je peux prendre soin de moi. D'accord. Donc en fait, j'ai été formée à vraiment la psychopédagogie positive, et puis après, j'ai complété cette approche avec d'autres choses, donc avec les réflexes archaïques, donc qui sont une approche méconnue aussi, le brain gym. J'ai été formée aussi à la relaxation pour enfants, le massage mieux-être à l'école, le yoga, la méditation en mouvement, donc des petits modules qui sont venus vraiment compléter mes connaissances personnelles et professionnelles. Et je continue de me former. Je pense que c'est à vie. J'ai besoin, cette soif d'apprendre toujours et d'accompagner au mieux en fait mon public. Et
du coup, l'idée de la psychopédagogie, c'est peut-être que entre la psychologie, le psychologue ou le psychothérapeute et la psychomote ou l'orthophoniste, de leur fournir des outils très concrets, des outils ludiques. Donc on joue beaucoup. Ouais. Et c'est avec cette approche-là que on essaie de renouer avec ses émotions, de me poser des mots sur quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces. Mais tout ça à travers le jeu. Avec une approche aussi, des fois, avec le dessin, avec le théâtre. Et donc, en fait, moi, je leur transmets des petits outils, je leur propose. Et puis, eux, ils disposent. Je sème des petites graines. Et c'est à eux, en fait, de les arroser, ces graines, pour qu'elles poussent. Et que, par eux-mêmes, en fait, ils prennent conscience de certaines choses, à leur rythme. Voilà, moi, j'ai pas de conseils tout faits, j'ai pas de séances toutes faites. Je leur dis pas, il faut faire ça, il faut pas faire ça, en fait. Je leur dis, ok, on part d'un constat, d'une problématique. Et puis je leur propose des outils. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te vois? Donc, c'est vraiment le plaisir, la psychopédagogie, c'est vraiment le plaisir d'être soi, de se découvrir. Retrouver aussi le plaisir d'apprendre quand on est en échec scolaire, quand on a vraiment, ou même phobie scolaire, on en arrive là aussi. Donc je précise bien que mon accompagnement, des fois, ne suffit pas. Et évidemment, il faut que ça soit complété, des fois, par d'autres approches, des approches thérapeutiques, une prise en charge aussi. Mais ça peut donner un coup de pouce. Ou des fois, ça suffit, en fait. La psychopédagogie peut suffire. Et donc, tu interviens toujours dans des contextes d'apprentissage, donc le rapport à l'école, le rapport à l'examen, etc., ou pas forcément? Pas forcément. Alors, en fait, j'ai vraiment différentes demandes. Il y a des parents, ou même des jeunes, ou des adultes maintenant, de plus en plus, qui viennent... Alors, pour les parents, effectivement, ils peuvent venir me solliciter pour une approche plutôt émotionnelle. Alors, voilà, il a du mal à gérer. Alors, je mets des guillemets, parce que gérer, j'aime pas trop, mais gérer ses émotions. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous transmettre, nous, en tant que parents, et aussi à l'enfant, des petits outils? Donc, je dis, ok, écoutez, on va concevoir ensemble une boîte à outils pour que vous compreniez et qu'il comprenne ce qui se joue en lui quand il y a des fortes émotions, quand il y a une charge importante. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, de quelques séances, ils aient plus besoin de moi. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être en termes d'apprentissage, quelques difficultés, un petit coup de pouce, ou en attendant un rendez-vous, parce que des fois les délais sont trop longs. Bien sûr. En fait, je peux être là aussi pour dire, ok, voilà, je vous apporte quelque chose, peut-être que ça peut vous aider pendant un temps donné, le temps d'être pris en charge. Donc tu reçois à ton cabinet à la Loupe, près de la gare. Oui, c'est ça. En individuel, la famille entière, peut-être les parents et les enfants, ça dépend. Alors, en fait, je m'aperçois que maintenant, au début, je m'étais dit, je reçois que les enfants, parce que c'est aussi leur bulle. En fait, il y a des choses que on ne souhaite pas partager à papa et maman. Des fois, c'est compliqué de dire, parce qu'on a peur de faire de la peine, etc. Et alors, des fois, je me retrouve qu'avec l'enfant ou l'ado. Et puis, des fois, en fait, j'invite la famille à venir parce qu'en fait, c'est chouette aussi de pratiquer ensemble les outils. D'accord. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait une continuité à la maison. En fait, nous, on expérimente un outil en séance. Et après, je dis, voilà, je vous le transmets, cet outil-là, pour qu'il y ait plus de bénéfices, pour qu'on avance peut-être un peu plus vite aussi. C'est de le reproposer à votre enfant. Et en fait, des fois, je m'aperçois que les parents aussi ont beaucoup besoin de venir déposer des choses, leurs problématiques. Et que des fois, en fait, il faut voir le parent avant l'enfant. Et des fois, c'est aussi leur permettre de se retrouver en séance. Et ça m'arrive de plus en plus. En milieu de protocole, je leur dis, venez tous en séance et on partage un moment. Donc c'est presque un rôle de médiation, en fait, familiale. Oui, un peu de systémie. Alors, je ne suis pas praticienne en systémie familiale, mais j'ai une approche. Et voilà, moi, je me dis que les petits outils que je peux leur transmettre, sans prétendre être thérapeute spécialisée, mais
En tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté, ça peut pas faire de mal. Ouais. C'est au contraire dans la bienveillance. Donc voilà. Donc ça peut être en famille. Et puis il y a des jeunes, que ce soit des ados, des étudiants ou même des adultes en fait, qui viennent me voir et qui me disent j'ai besoin d'un coup de pouce, que ce soit dans les études ou même dans leur job en fait. Ouais. Ils disent là j'arrive plus à me motiver, j'arrive plus à m'organiser, je sais pas trop où j'en suis. Bon, j'ai essayé psychologue. Et en fait, voilà, ils sont aussi intéressés par cette approche. D'accord. Donc, on expérimente ensemble des outils très pratiques. Donc, tu interviens à ton cabinet en individuel ou petit groupe, on va dire, familial, cellule familiale, et tu interviens dans des structures aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'interviens, ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les collèges, les lycées, les centres de formation, les centres de réinsertion professionnelle. Aussi dans des foyers d'accueil. Ça peut être en entreprise. Ça peut être dans le cadre d'une association, un centre social, une association autour de la parentalité. En fait, on a tous besoin, des fois, à un moment donné, d'un petit coup de pouce, de donner, de proposer à son équipe une parenthèse, un moment de bien-être. Ça peut être pour les familles. Ça peut être un centre de loisirs, des ateliers plutôt ludiques avec des ateliers yoga, être bien dans son corps, comprendre ses émotions. Puis ça peut être aussi sur des volets, alors maintenant, harcèlement scolaire, parce que je suis en formation harcèlement scolaire, et du coup, j'interviens. Ça peut être dans les collèges, maisons des jeunes. En prévention. En prévention, ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Moi, j'aime tout. Enfin, j'aime tout. Non, j'aime voir qu'à la fin d'un atelier, j'aime voir le sourire sur le visage. Et oui, ça m'a fait du bien. J'aime voir à la fin d'un accompagnement ou en milieu d'accompagnement l'évolution d'un enfant, d'un jeune, ou même voir les familles qui me disent waouh, ça fait du bien. Voilà. Alors, j'ai pas une obligation de réussite en fait. Mais ouais, quand on aboutit à quelque chose, on voit un mieux-être en fait chez quelqu'un. Ouais, ça c'est ça j'adore. Je me dis c'est bon. Je sais que je suis à la bonne place et je sais que c'est ça qui me nourrit quoi. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau sur ta pratique? Qu'est-ce qu'on m'a dit de plus beau? Eh bien, c'est d'avoir réconcilié une jeune avec les études. Elle était à limite en décrochage scolaire, elle croyait plus en elle, elle voulait tout abandonner, et puis elle est venue me voir. Et on a déployé les outils les uns après les autres, et à la fin du protocole, je lui ai dit, là, t'as plus besoin de moi. Et elle me dit, ouais, là, je crois que je peux voler de mes propres ailes. Elle dit, tu m'as nourri, j'ai grandi. Et là, je me suis dit, c'est top. Voilà. Et là, elle est en train de passer son bac. Et je pense très, très fort à elle parce que vraiment, je suis sûre qu'elle va y arriver. Voilà. Comment tu es arrivée à ce métier qui est très peu connu? Tu es la première que je rencontre. C'est vrai. Ah oui. Pourquoi j'en suis arrivée là? Eh bien, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'est suite à une reconversion professionnelle. Et j'ai toujours eu en fait cet attrait, cette envie d'aider, d'accompagner. Donc j'étais dans un domaine où j'étais aussi dans l'accompagnement, mais très différent. Et puis voilà, un jour, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose, vraiment, j'ai envie de me nourrir d'autre chose. Donc j'ai fait un bilan de compétences qui est venu vraiment conforter cette intuition, et je me suis lancée, je me suis dit, bon bah voilà, c'est maintenant ou jamais, reforme-toi. Donc eh bien, je suis partie de ces 15 années de salarié, où j'ai beaucoup appris, mais j'avais envie d'autre chose. Et puis je suis partie me reformer sur Paris.
je me suis vraiment dit, c'est chouette en fait. C'est chouette. Fallait oser. C'était pas facile parce qu'avec 2 enfants, repartir en formation à 35 ans, je me dis bon, est-ce que tu es encore capable d'apprendre? Mais en fait, oui. Oui. Donc déjà, j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai fait un long travail sur moi. Et puis voilà, je suis partie me former. Et puis au fur et à mesure des modules, je me disais waouh, ouais, c'est ça que je vais faire. Et ça m'a donné envie d'en apprendre. Et puis au fur et à mesure, des gens que je rencontre, des gens que j'accompagne, il y a des nouvelles problématiques. Et il y a des problématiques qui m'intéressent vraiment. Et donc là, hop, je me forme. Quand tu échanges avec tes pairs, avec les psychopédagogues d'autres territoires, est-ce qu'il y a des spécificités ici dans les besoins qui te sont exprimés dans ta pratique? Non, en fait, on est un peu toutes confrontées aux mêmes problématiques. Tu dis toutes, c'est très féminin comme activité. Il y a très peu d'hommes. Il y en a, mais il y en a très très peu. On est alors une problématique qui est vraiment d'actualité, qui est le harcèlement scolaire, où vraiment là pour le coup, on se mobilise un petit peu toutes sur cette thématique pour se former, pour outiller les enfants et les parents. Donc, il existe des dispositifs déjà dans les écoles. On en parle beaucoup quand même. Beaucoup en ce moment. Beaucoup. Malheureusement, en fait, il y a encore des choses qui ne sont peut-être pas encore assez connues ou assez développées. Je ne sais pas. Mais vraiment, il faut faire de la prévention et outiller les enfants et les parents. Alors moi, je travaille avec des outils qui sont un peu atypiques aussi, mais c'est comment répondre en fait au harcèlement scolaire. Quand on en est victime. Quand on en est victime, quand on en est témoin aussi, parce que des fois, quand on est témoin, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Bien sûr. Quand on est parent aussi, comment on doit réagir? Parce que des fois, il y a des comportements en fait qui vont envenimer la situation. Et voilà, moi c'est un peu, si je dirais là en ce moment, c'est ma priorité du moment, quoi. Parce qu'il y a un tel mal-être et on peut vraiment arriver à des situations catastrophiques, quoi. Donc c'est la problématique du moment. Après, c'est aussi les émotions en fait. Je crois que les gens... En tout cas, il y a des générations où on n'a pas beaucoup évoqué les émotions. C'est clair. On disait pouf, oh t'es triste, t'es en colère, ou ça va passer. Sauf qu'en fait, on a besoin de comprendre comment on fonctionne. Qu'est-ce que les émotions veulent dire. Et on a besoin en fait de comprendre ça. Et les parents, je pense que maintenant, ils ont aussi besoin de s'outiller en fait. De se dire mais pourquoi mon enfant est en colère, puis des fois ça prend beaucoup de place, et puis des fois on n'arrive pas à s'en sortir, et puis nous on est nous-mêmes en colère, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je crois que la thématique c'est émotion et harcèlement. Et en plus de tout ça, tu t'investis dans différentes activités bénévoles ou quasi bénévoles, on va le dire. Donc je te vois dans beaucoup d'associations, parents d'élèves, des indépendantes. Et tu es élue à la mairie de Manot depuis quelque temps déjà. Alors j'avais fait un premier mandat, avec et puis là effectivement je suis repartie pour un deuxième mandat. Alors premier mandat c'était de la découverte, vraiment. On est venu me chercher en me disant allez viens, vous êtes alors nouveau, on n'était pas tout à fait nouveau mais presque, viens intégrer le conseil municipal. Donc, je me suis dit je sais pas, qu'est-ce qu'on va attendre de moi, qu'est-ce que je dois faire. Je me suis dit par curiosité ça peut être sympa vraiment pour participer à la vie locale. Et puis ce deuxième mandat vraiment j'ai pris conscience ce que c'était d'être élu et tout ce qu'on pouvait apporter en fait à la vie locale
Et aussi toutes les contraintes en fait d'un petit village que quand on arrive dans ce village on se dit pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, il devrait faire mais en fait il y a aussi tout le système administratif, politique, etc. Qui fait que on peut faire des choses mais pas tout. Combien d'habitants à Manou? Je vais dire une bêtise mais je crois que c'est presque 600, quand même. 650 ou 600. Voilà. Mais voilà, c'est de participer. Alors, des fois, à mon niveau, mais en tout cas, j'aime savoir comment fonctionne une mairie, les projets en cours, les difficultés, mais aussi des fois de se dire être au plus près des habitants, de connaître leurs besoins aussi. Je vois en ce moment, on travaille, on a une commission solidarité et c'est d'aller rencontrer les personnes isolées, vulnérables et de leur dire mais de quoi vous avez besoin. Et en fait elles ont juste besoin d'un petit coucou, de 5 minutes de discussion et je leur dis en fait si on peut leur apporter ça, si ça peut leur faire leur journée, si ça peut leur apporter le sourire, si ça peut en fait voilà, c'est ça aussi être élu et c'est ça que j'aime. On revient aux gens quoi. Oui, il y a un truc avec ça. Il y a un truc, quand même, c'est très c'est autant apporter aux autres, mais c'est aussi pour soi, en fait, de contribuer. C'est quoi ton histoire avec le Perche, à toi? Mon histoire avec le Perche. Alors, je ne suis pas percheronne du tout. D'accord. Percheronne d'adoption. Moi, j'ai vécu plutôt du côté de Chartres. Et puis, j'ai rencontré mon mari, qui est percheron. Et puis, on a décidé de s'installer tous les deux dans le Perche. On a commencé par trouver une petite location à la Loupe, puis à la Ferté-Vidame. Et puis, on a eu un coup de cœur pour Manou, voilà, où on a construit notre maison. Wow. Et vraiment, je changerais pour rien au monde. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que là, on a une vue sur une petite vallée. On est sur une colline en haut de Manou. Ouais. Et j'avoue, été comme hiver, c'est superbe. C'est notre petite bulle, c'est notre petit havre de paix. C'est, on a les chevaux, la forêt, voilà. Donc ça fait combien d'années que tu vis ici? Alors, à Manou, ça fait 11 ans. 11 ans, voilà. Est-ce qu'après 11 ans, on se considère comme percheronne? Bien sûr, je suis une percheronne et fière de l'être. C'est comment la vie ici? C'est comment? C'est paisible, c'est convivial, c'est agréable. Moi, j'aime cette proximité avec la nature. Mais j'aime aussi la proximité avec les gens, en fait. J'aime beaucoup, en fait, cette, si je peux dire, mentalité, en fait, des percherons, que je trouve très accueillant. Ah ouais? Oui, très accueillant, beaucoup dans le partage aussi. Et vraiment, c'est une vraie découverte parce que en fait, j'ai jamais vécu, en fait. Cette proximité, ce partage, cette bienveillance aussi entre nous, en fait. Et donc, c'est très agréable. Ça se manifeste comment, par exemple? Comment alors moi, ce qui m'a étonnée quand je suis arrivée dans le Perche, c'est ces petites fêtes de village qu'on trouve à partir de mi-juin, ou tous les week-ends. Eh bien, il y a une fête, des grillades, un bal. Enfin, voilà. Moi, mes parents me disaient, quand on était jeunes, on allait au bal. Et nous, en fait, dans le Perche, il y a encore ça. Et moi, j'adore, en fait, c'est profiter, quoi, s'amuser, rigoler. Et si on veut, on trouve toujours quelque chose à faire. Que ce soit, quelque chose des activités culturelles, sportives. On n'a pas besoin d'aller bien loin si on cherche un petit peu. On trouve vraiment de quoi se divertir. Et puis des fois, c'est juste prendre ses baskets ou son vélo et hop, voilà. Parce que vous êtes tout près de la forêt, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on découvre le lien aussi avec la nature. Le Perche est riche, en fait. Le Perche est riche. Enfin, nous, à Manou, je trouve qu'il y a cette richesse
On découvre la forêt. Voilà, c'est vraiment des petits endroits un petit peu cachés. Nous, on aime bien, en fait. C'est vraiment ça aussi qu'on aime bien dans le Perche. Quand tu penses au Perche, quelle image te vient ? Moi, c'est la nature. C'est le contact, la forêt, les balades. Et puis, toutes ces fêtes traditionnelles, que ce soit les bals, comme je disais tout à l'heure, ou ces fêtes un peu culturelles autour du cheval, autour de la rando, autour des manoirs, des parcs et jardins. Moi, c'est ça qui me vient. Ouais, cette richesse patrimoine, naturel, culturel. Ouais. Souvent, on dit t'habites où ? Dans le Perche. Le Perche, mais c'est où ? Et il n'y a rien à faire. Mais si, en fait, cherchez un peu, vous verrez. Venez donc. Quand j'invite ma famille, et pourtant ils habitent pas si loin que ça, et qu'on partage une journée barbecue ou pique-nique, et qu'on prend nos sacs à dos et qu'on part en forêt. Et là, je vois le sourire sur leur visage et ils ont peut-être bien marché, bien mal aux jambes, mais ils me disent qu'est-ce que c'était bien. Et je dis qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. Donc c'est ces partages aussi de pouvoir transmettre. Tu as une saison préférée ici ? Moi, j'aime bien à partir du printemps-été, parce qu'on peut on peut un peu plus sortir, mais en fait, nous, on sort à toutes les saisons, en fait. Et toutes les saisons, je trouve qu'elles sont agréables parce qu'on découvre la nature sur tous ses aspects. Donc, en automne, nous, on va aux champignons. Après, on va partir au muguet. Enfin, voilà, c'est... Mais j'aime beaucoup au printemps-été, parce qu'on est plus dehors et qu'on entend les petits oiseaux chanter, qu'on peut déjeuner sur la terrasse. Donc, oui. C'est quoi l'odeur du Perche pour toi ? C'est l'odeur du foin, l'odeur de l'herbe un peu sèche, même si ça me fait éternuer, mais j'aime cette odeur. Je sais pas, il y a des choses qui me ramène un peu à cette idée de vacances. Voilà. L'été, quoi. L'été, Alors, le son du Perche, maintenant. Là, on entend les petits oiseaux. Est-ce que c'est ça pour toi ? C'est les oiseaux, c'est les petits grillons, c'est les petites grenouilles qu'on entend. C'est ça. Le petit vent souffler dans les branches. Puis ça doit être venté ici, non ? Il y avait un moulin avant. Et on sait pourquoi, parce qu'effectivement, ça souffle. Mais en même temps, quand on ferme les yeux et qu'on écoute le vent, là, on se croirait au bord de la mer, quoi. Tes 3 endroits préférés ? Un qu'on côtoie quasiment toutes les semaines, c'est la Tourbière des Fraux, parce qu'on est vraiment à 2 pas. Et c'est un petit peu quand on a besoin de se ressourcer, même de se défouler, en fait. Autant nous que les enfants, ils disent on va à la Tourbière, parce que c'est un endroit un peu magique. Et je trouve ça hyper apaisant. On grimpe dans la forêt. Et voilà. On voit souvent des animaux, d'ailleurs. On voit, puis il y a une flore qui est hyper intéressante. Donc, voilà, c'est un des endroits. Après, j'aime beaucoup le manoir de Courboyer. On y va de temps en temps avec nos pique-niques, mais je trouve qu'il y a un lieu magique aussi, avec beaucoup d'histoire. Qu'est-ce que tu aimes là-bas ? J'aime ce manoir un petit peu au milieu de la campagne percheronne, ses chevaux, ses prairies. Tu peux juste aller flâner, tu peux marcher, tu peux aller à la rencontre des produits du terroir, tu peux manger. Enfin, voilà, c'est un lieu
que j'aime partager en famille, mais que j'aime aussi faire découvrir. Parce que je trouve que ça reflète vraiment le Perche. Donc j'aime beaucoup ce lieu-là. Après, un autre lieu, moi j'aime bien aller faire le marché. J'aime bien aller faire le marché de la Loupe, Senonches, le petit marché. Des fois, quand je suis à Nogent, le marché de Margon le vendredi soir, ou le dimanche matin, aller sur la Ferté-Vidame et le marché des petits producteurs. Moi, j'aime bien, en fait, aussi. C'est les marchés en général. J'aime bien cette ambiance-là. Je sais pas, c'est aussi... acheter les bons produits, transmettre aux enfants le bien manger. Et j'aime cette ambiance un peu conviviale, de partage. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? À moi, continuer à m'épanouir dans mon job et à apporter et à semer des petites graines en fait aux enfants, aux ados, enfin à tout public qui en ont besoin. D'essayer d'apporter un peu de bien-être, de sourire, de légèreté aussi dans leur quotidien, de dédramatiser, de focaliser sur le positif aussi. Après, je pense au métier d'entrepreneur. Moi, je me suis lancée dans cette aventure. C'était waouh, le flou un peu artistique. Et en fait, on apprend tous les jours. Il faut être le couteau suisse tous les jours. Et surtout quand on est tout seul. Surtout quand on est tout seul. Et donc un jour il faut être sur de la compta, du marketing, un jour il faut préparer ses séances, un jour il faut travailler son réseau parce que c'est hyper important en fait d'avoir ce réseau de professionnels. Et quand ton champ d'action s'arrête auprès de qui je peux recommander, mais aussi pour avoir des partenaires, pour avoir un peu des ambassadeurs, Alors moi, j'aime aussi ce challenge de tous les jours, de me dire, en fait, tous les jours, tu fais des trucs différents. Et c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on fait ce qu'on veut, eh bien non. Ou qu'on fait rien, qu'on est chez soi, tranquille, et que... écouter les oiseaux. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est vraiment un autre rythme de travail, mais... Justement, je pense qu'il faut être d'autant plus carré parce que si on se met pas au boulot, en fait, on n'a pas de revenus, en fait. Donc, c'est chouette d'être entrepreneur, mais ça demande beaucoup plus d'engagement. Et c'est bien, des fois, en fait, d'avoir ces petites... ses collègues, ces partenaires qui disent moi en fait je ressens la même chose, en fait on est dans la même situation. Et à peu près je peux parler de la bulle des Indés, mais c'est un projet, une association que j'aime beaucoup parce que tu as co-créé. Ça me fait du bien en fait parce qu'on a besoin de ça en fait quand on est entrepreneur ou maman ou même qu'on a des projets, de se dire est-ce que je fais bien. Et dans les galères, de se dire on a les mêmes galères et peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui peut nous donner le petit conseil, la petite astuce pour se sortir de ce truc là qui nous colle. Mais c'est important de pas rester tout seul chez soi et moralement, physiquement, je pense que c'est nécessaire même de sortir de son bureau, de son cabinet, de sa maison et de s'ouvrir aussi à plein de choses. En dehors de ça, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, parce que sinon on sature. Et du coup, moi j'invite vraiment les gens qui entreprennent, que ce soit hommes ou femmes, qui des fois, c'est lourd à porter. Et qu'est-ce qui nous fait du bien en fait ? Est-ce que c'est boire un café sur sa terrasse, appeler une copine, aller courir, prendre ses baskets, c'est aussi important en fait pour avoir un équilibre de vie, de permettre d'évacuer, de décharger, de se nourrir en fait. Donc alors c'est quoi ta bulle à toi, ton secret? Révèle-nous. Alors moi j'ai un outil que je transmets aux ados, mais que je le fais régulièrement pour moi. Moi j'appelle ça la bulle du bien-être. Et en fait
dans cette bulle, je note tout ce que j'aime faire et qui me fait du bien. Et donc, ça peut être, boire un café sur ma terrasse, sur ma chaise longue et écouter le bruit des petits oiseaux. Avec cette vue incroyable que vous avez. Ouais. Ça peut être aussi, prendre mes baskets et aller me balader avec mes enfants ou seule, mais ça peut être me faire un bon soin chez une esthéticienne. Ouais, ça c'est ça c'est mon petit moment. Travaillé. Ah ouais, ça c'est quand j'en peux plus. Ou faire de la pâtisserie ou lire un bouquin et ça peut être des fois juste pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais ça me nourrit. Vraiment, j'ai besoin de ça parce que quand on est dans l'humain, de la relation, l'accompagnement. Ouais. C'est important aussi. Bien sûr. Ouais. De permettre d'avoir sa bulle et prendre soin de soi. Merci Lucie. Merci Amélie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour en savoir plus sur les accompagnements que propose Lucie, rendez-vous sur son site internet lucie-trémier.fr. Trémier s'écrit Tremier. La Bulle des Indés qu'a mentionné Lucie est une association basée à La Loupe qui réunit des femmes qui travaillent à leur compte ou qui ont le projet de le faire. Vous pouvez suivre et contacter l'association sur Facebook ou Instagram. Enfin, si vous aimez Perchissime, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur le site perchissime.fr. À très bientôt.